Il y a 10 ans, le 15 mars 2011, la Syrie était gagnée par les soulèvements arabes avec les premières manifestations de Deraa. 10 ans plus tard, la guerre en Syrie a fait près de 400 000 morts et 6 millions de réfugiés qui ont fui le pays, victimes de la répression féroce de Bachar el-Assad et aussi de l'apparition de plusieurs groupes djihadistes. Assad, de tous les dictateurs arabes contestés à l'époque, Moubarak, Ben Ali, Kadhafi, est le seul à être encore au pouvoir. Cette incroyable capacité de résilience s'explique. Le regard d'Assad, c'est celui d'un clan avec une stratégie bien précise. La Syrie, c'est aujourd'hui un pays éclaté en morceaux. 185 000 km², mais les troupes d'Assad ne contrôlent qu'à peine la moitié du territoire et seulement 20% des frontières extérieures. Tout le reste est divisé en diverses zones d'influence. Poche d'Idlib, à l'ouest, tenue principalement par le groupe islamiste HTS. Zone du nord-ouest, tenue par les Turcs. Zone du nord-est, tenue par les Kurdes. Résidus de poches islamistes du groupe État islamique dans l'Est, milices iraniennes au sud, sans oublier le plateau du Golan au sud-ouest, contrôlé par Israël. Assad se considère comme le garant de l'unité territoriale et il s'estime en reconquête progressive de ce territoire. Cet éclatement géographique s'est accompagné d'un drame démographique. La population du pays, qui était autour de 21 millions d'habitants avant la guerre, n'est plus aujourd'hui que de 17 millions. Et c'est une mosaïque religieuse et ethnique. C'est un paramètre très important pour comprendre la stratégie d'Assad. La majorité de la population est arabe sunnite, environ 60% de la population. Ensuite, il y a les Alaouites chiites, dont le clan d'Assad, et aussi des Kurdes, des Druzes, des chrétiens. Mais le paramètre essentiel, c'est en fait l'environnement géographique global. Les majorités sunnites, Irak, Jordanie, Turquie, les pays ou les zones chiites, Hezbollah libanais, Iran, allié naturel du clan Assad. Sans oublier, un peu plus au nord, mais à seulement 800 km à vol d'oiseau, la Russie, le grand cousin russe, là encore, allié d'Assad. Le regard d'Assad, c'est celui d'un héritier et d'un chef de clan. La famille Assad contrôle la Syrie depuis maintenant 50 ans et le coup d'État de 1970. C'est d'abord le père, Hafez, qui a détenu le pouvoir pendant 30 ans, puis maintenant le fils. C'est donc une dictature de père en fils, structurée autour d'une famille, puis ensuite autour d'un parti unique, le parti Baas, et autour d'un appareil répressif avec une armée extrêmement fidèle. Enfin, le cercle le plus large, c'est une affiliation religieuse, cette minorité donc alaouite, minorité chiite, implantée essentiellement dans les montagnes, très fidèle au clan Assad. Âgé aujourd'hui de 55 ans, Bachar el-Assad a longtemps un peu trompé son monde. Parti étudier à Londres, diplômé d'ophtalmologie, il semblait peu intéressé par la politique et n'avait pas le profil a priori d'un dictateur. C'est d'ailleurs en partie pour cette raison qu'il a longtemps été soutenu par les Occidentaux qui y voyaient un homme moderne. Mais c'était oublier d'autres paramètres. Il a été formé aux écoles militaires et surtout, il est donc d'abord solidaire du clan familial. Peu à peu, dès son accession au pouvoir, sa politique s'est donc progressivement durcie. Ensuite, face au soulèvement, il y a 10 ans, il n'y a plus qu'une seule chose qui va compter, garder le pouvoir, avec une répression directe et brutale. Les chars, les missiles, les armes chimiques, des centaines de milliers de civils tués, plusieurs enquêtes pour crimes de guerre sont ouvertes contre lui. Et puis aussi, avec une stratégie cynique mais délibérée. Libérer de ces geôles des militants islamistes afin que le soulèvement change de nature, que les groupes islamistes supplantent l'opposition démocratique, de manière à ce que Assad, lui, en retour, se voit légitimé comme défenseur de l'état de droit. Là aussi,
c'est une affaire de famille. L'économie est étatisée, dirigiste, centralisée aux mains de la famille Assad, avec, jusqu'à l'an dernier, un homme clé dans ce dispositif, un homme dont on pense qu'il contrôlait plus de 50% de l'économie syrienne, le cousin de Bachar el-Assad, Rami Makhlouf, à la tête du réseau de téléphonie mobile Syriatel, à la tête du BTP, de l'énergie, des transports, de l'immobilier, détenteur des comptes bancaires dissimulés à l'étranger, maître du système de corruption et aussi du trafic de drogue. Il y a un an, il a été mis à l'écart, probablement sous influence russe. Aujourd'hui, il est dépossédé de ses pouvoirs. Mais qui a récupéré depuis un an cette manne économique? On reste en famille, essentiellement la femme de Bachar el-Assad, Asma, et sa famille, les Al-Akras, haute bourgeoisie sunnite. Mais ce n'est pas un détail, parce que c'est une façon d'envoyer un message à cette majorité sunnite du pays qui s'est longtemps sentie opprimée, délaissée par le clan alawite chiite. Via l'ONG Syria Trust for Development, Asma el-Assad contrôle notamment la manne humanitaire aujourd'hui dans le pays, un élément clé vu la situation de la Syrie. Car l'un des problèmes majeurs pour Assad aujourd'hui, c'est l'état de l'économie du pays. Catastrophique. Tous les indicateurs sont au rouge. Le produit intérieur brut de la Syrie était 4 fois plus élevé qu'aujourd'hui avant la guerre. 80% de la population vit sous le seuil de pauvreté. Et même si l'économie n'est pas la priorité pour Assad, qui veut surtout conserver le pouvoir, il n'en reste pas moins qu'il a aujourd'hui besoin d'aide sur le sujet. Et c'est là qu'entrent alors en jeu les financements des alliés, Moscou, Téhéran. Les Russes, les Iraniens espèrent décrocher leur part du gâteau de la reconstruction en Syrie sur le pétrole, les mines de phosphate, voire l'immobilier. Comme tous les dictateurs, Assad possède un regard assez simple sur cette question du droit. Le droit, c'est moi. Il se considère comme seul détenteur de la légitimité du pouvoir et il considère donc que le soulèvement à l'intérieur du pays est une affaire qui ne concerne que la Syrie. Il entend donc réprimer ce soulèvement comme bon lui semble et faire appel aux alliés de son choix, les Iraniens, les Russes. C'est d'ailleurs uniquement avec l'Iran et avec la Russie qu'il tient des sommets internationaux sur le sujet. Ce sont les discussions dites d'Astana. Et puis donc, dernier paramètre de légitimité juridique, se poser en rempart contre le terrorisme, puisque les groupes islamistes, avec son aide, ont prospéré sur le sol syrien, en particulier le groupe État islamique en 2014 et en 2015. Assad, c'est d'abord un animal à sang-froid. Il défend son pouvoir de façon clinique et clanique. Il se considère comme le seul garant de la stabilité de la nation. Il se considère aussi comme le défenseur de la laïcité face aux groupes islamistes. Et rien ne l'arrête, certainement pas le mensonge. Il conteste par exemple avoir utilisé des armes chimiques dans le quartier de la Ghouta orientale, alors que les faits sont avérés. Cette psychologie se double d'une connaissance parfaite de la sociologie du pays et de ses divisions internes, avec plusieurs strates. La première strate, c'est donc la fidélité de la communauté alawite qui détient notamment l'état-major de l'armée. La deuxième strate, c'est donc de jouer sur les divisions internes. Les divisions entre les Arabes sunnites et les Kurdes, ou bien entre les Kurdes et les Turcs. Par exemple, en dernière instance, les Kurdes, bien que longtemps réprimés par la dynastie Assad depuis 50 ans, préféreront toujours s'allier à Assad plutôt qu'aux Turcs. De la même manière, Assad, face aux groupes islamistes radicaux, se pose en défenseur des chrétiens. Bref, c'est un joueur d'échecs. C'est un joueur d'échecs très habile aussi avec les Occidentaux. En favorisant l'émergence et le développement des groupes islamistes radicaux, il a contraint l'Occident à changer d'ennemi numéro un. Ce n'est plus lui, Assad, l'ennemi numéro un. Ce sont les groupes islamistes radicaux. Ça a marché. Il a en revanche un talon d'Achille. C'est sa dépendance désormais à ses alliés, les Iraniens et plus encore les Russes. L'an dernier, en 2020, lorsque Poutine s'est rendu à Damas, il a convoqué
Assad à l'aéroport. Il ne s'est pas rendu au palais présidentiel, tout un symbole. Les Russes sont désormais durablement implantés en Syrie avec plusieurs bases militaires. C'est ainsi que 10 ans après, Assad a sauvé son pouvoir et qu'il a en grande partie gagné la guerre. Mais il règne sur un champ de ruines, sans plan de reconstruction, et il est en grande partie à la merci des Russes.